Peut-on se lancer dans une activité au Congo et réussir? Peut-on se lancer dans l'élevage au Congo et réussir? Je pose la question parce qu'en général, chez nous, les gens se lancent dans des belles phrases mais sans réel résultat. Je reprends la question. Peut-on se lancer dans l'élevage du porc, du mouton et réussir au Congo? Aujourd'hui, nous sommes à Ngoyo, dans la zone de Vassa. Pour faire quoi? Eh bien, pour faire la surprise à un grand monsieur. Ce grand monsieur, c'est le promoteur de Scoop Or Vert. Il est justement dans l'élevage du porc et du mouton. Et aujourd'hui, essentiellement, il va être question de lui faire la surprise pour ne pas qu'il se prépare et puis voir réellement s'il est possible de se lancer dans l'élevage et réussir. Alors, avec nous, on y va. Monsieur Matt. Oh, monsieur Boris Pika. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Non, très bien, très bien. Qui me vaut l'honneur de cette visite? Ben, on a pensé vous faire une surprise aujourd'hui. D'accord. Vous savez qu'en général, quand on dit aux gens qu'on arrive, les gens ont tendance à se préparer. Ah oui, évidemment. Alors, ici c'est une porcherie, il y a des mesures de sécurité. D'accord. Vous voyez passer par la pédilure. Avant. Pédilure. Pédilure, oui. C'est pour désinfecter les pieds. Okay. Et après, vous pouvez circuler tranquillement. Ok, je vais alors. C'est pour désinfecter les pieds, vous dites? Exactement, oui. Parce que généralement, nos pieds transportent les bactéries. Les bactéries, ah, oui. Exactement. Donc, même les habits normalement, mais pour l'instant, pour aujourd'hui, ça c'est suffisant. À partir de là, nous pouvons circuler. Alors, Scoop Or Vert était précédemment à l'ETT, c'était la base de cette activité. Seulement, quelques temps après, on retrouve cette activité à Pointe-Noire. C'est la même personne, je précise, monsieur Boris Pika. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est finalement passé pour qu'on se retrouve à Pointe-Noire? Est-ce que l'expérience de l'UTT a été un échec? Ben, nous allons lui poser la question pour qu'il nous en dise plus. Merci, monsieur Matt. En fait, je voudrais commencer par expliquer d'abord pourquoi se baser à l'UTT. Nous sommes ici à Pointe-Noire, je suis le promoteur, et M. Gilbert d'ailleurs, qui lors de la première édition était apparu, M. Gilbert, et qui est le superviseur de la Scoop Or Vert. Et l'objectif, sinon le but de se positionner à l'UTT, c'était parce que nous voulons en quelque sorte nous positionner partout. Oui. Donc, avoir la possibilité de livrer ici à Pointe-Noire, avoir la possibilité de livrer à Brazzaville, et nous projetons aussi vers le Gabon et pourquoi pas Kinshasa. Donc, il fallait se positionner dans une grande ville quand même. Il fallait se positionner au centre. Donc, l'UTT, en quelque sorte, est positionné au centre de toutes ces localités que je venais de citer. Donc, il y a le Gabon par le Haut-Ogooué, il y a Kinshasa facilement par Brazzaville, il y a Brazzaville et Pointe-Noire. Et le fait que nous nous sommes retrouvés ici parce que nous avons commencé à produire à l'UTT et à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait déjà commencer à commercialiser. Et donc, nous avons choisi, nous avons décidé de nous rendre ici à Pointe-Noire, prendre ces deux sites pour l'engraissement et mettre ce produit à la disposition des acheteurs. Justement, mettre à la disposition. Dans chaque activité, il y a ce que je peux dire, la connaissance. Il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de l'expérience. Et après, vous allez facilement commencer à réussir. Pour notre cas, en tout cas au début, nous avons connu beaucoup de difficultés. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a fait qu'on puisse prendre ces sites-là à Pointe-Noire, parce que les bêtes étaient devenues un peu serrées. Il y avait un problème d'espace au niveau de la ferme mère à l'UTT. Et ici, nous avons un peu plus d'espace. Et ça permet aux porcs de se développer un peu plus vite. Et nous mettons aussi à leur disposition. C'est-à-dire quand il y a assez d'espace, ça leur permet de se développer? Facilement, oui, okay. C'est ça. Et nous mettons à leur disposition aussi un aliment de qualité. 90 kg en 6 mois. 90 kg en 6 mois, oui. Et l'objectif est d'atteindre 100 kg en 6 mois.
Donc pour l'instant, nous travaillons encore là-dessus. Je me rappelle, lorsqu'on était à l'OTT, on a eu plusieurs causeries. Et dans la causerie, il était aussi dit que vous passiez par une insémination. Exactement. En fait, vous savez, comme je l'ai dit, dans chaque activité, il faut savoir bâtir des stratégies. Exactement. Et pour notre cas, nous avons constaté qu'on avait un problème avec la génétique. Parce que les hybrides, sinon les porcs que nous achetons au niveau local ou sinon au niveau national, n'étaient plus de bonne qualité. Alors nous avons pensé vouloir faire confiance à Axiom France, qui a commencé par nous fournir des semences d'insémination artificielle. Nous importons des semences de porc de la France. Voilà, de Axiom. Et une fois arrivé, nous avons notre système de synchronisation des chaleurs et après nous inséminons ces semences-là dans les femelles qui sont en chaleur et après ils produisent des porcs de bonne qualité. Donc, suite à cette opération, nous avons réussi aujourd'hui à avoir plusieurs races. Nous avons les large white, nous avons les landras, nous avons les duroc, les piétrins, les valences et maintenant nous avons aussi les tors. Donc nous avons six races dans notre cheptel, notre porc. Le but de procéder aux inséminations artificielles, c'est d'améliorer notre génétique. Voilà. Oui, c'est pour améliorer la génétique. Parce que lorsque vous avez une bonne génétique, vous avez une différence dans l'indice de croissance, l'indice de consommation et tout, et ça vous permet de gagner. Parce qu'avec les génétiques, les porcs coureurs que nous avons au niveau national, vous verrez qu'il sera en train de bouffer 4-5 kilos par jour pour vous donner 1 kilo de viande. Jusqu'à 7 pour d'autres cas, oui. Or, avec les inséminations artificielles que nous faisons, les porcs que nous avons aujourd'hui, tout au plus, ils te bouffent 2 kilos d'aliments pour produire 1 kilo de viande. Exact. Oui. Et nous avons des porcs qui prennent 1 kilo de viande chaque jour. Donc en 30 jours, il fait 30 kilos de plus. Est-ce que ça ne vous fait pas trop de dépenses quand même? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On dépense, oui. J'ai toujours dit que la porcherie, ce n'est pas une activité pour les pauvres. Ce n'est pas non plus aussi une occasion de dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour se lancer. Non. Mais vous dépensez, vous gagnez aussi. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne gagne rien. Sinon, on ne serait pas là. Justement, on ne fait pas une activité pour ne rien gagner. Exactement. Il y a plusieurs types de clients. Il y en a qui viennent pour acheter les reproducteurs et d'autres qui viennent pour la charcuterie et pour la boucherie. Et rares sont les clients qui viennent acheter, nos frères qui vendent dans les marchés et tout. Ils sont un peu rares ici. Mais sinon, nous avons des grands clients qui sont des grands supermarchés de la place qui achètent. Des grands supermarchés de la place qui nous font confiance, oui. Qui nous font confiance. Parce qu'ils ont eu à visiter deux fois, où ils ont visité, ils ont aimé la qualité et puis ils se sont engagés. Voilà. Et eux, par contre, ils vendent en détail finalement. Oui, ils font de la boucherie et de la charcuterie. Voilà, c'est ça. DMG Records. DMG Records.
qu'on est en train de discuter, moi ça me vient à l'esprit. J'ai vu des porcs ici et là. La question que je me pose, c'est est-ce que vous arrivez à satisfaire vos clients en termes de nombre? C'est-à-dire, est-ce que l'offre, ce que vous offrez, est proportionnel à la demande. Je dirais oui et non. Oui, parce que nous avons un cheptel important. Oui. Je vous ai dit que actuellement nous avons, là où nous sommes ici, 212 porcs. Dans l'autre site, il y en a 100. Ça fait déjà 312. À la ferme mère, nous en avons encore une centaine. Ça fait 412. Mais le mois dernier, nous étions à 487 porcs. Donc c'est la différence là qu'il faut faire pour savoir ce que nous avons pu vendre le mois passé. Donc la demande, elle est importante. Nous avons... Il y a une forte demande à point de vue. La demande, elle est très importante. Elle est très importante. Et ce qui nous retarde un peu, ou peut-être bloquer un peu, parce que dans chaque demande, il y a comme une forme de spécificité. Chaque client demande selon ses critères. Il y a d'autres clients, par exemple, nous avons un client chinois qui prend 10 porcs tous les 10 jours. Tous les 10 jours, j'ai dit bien, 10 porcs, oui. Et ce client nous exige des mâles castrés, uniquement castrés. Pourquoi castrés? C'est quoi la différence? Oui, parce que en fait, chez nous, lorsque nous mangeons le porc, nous n'avons pas ces exigences. Mais chez les Chinois, ils pensent qu'un mâle qui n'a pas été castré dégage les odeurs des urines. Les urines? Oui. Donc eux, ils ne mangent pas les porcs qui n'ont pas été castrés. Et même les femelles ne doivent pas avoir été saillies, même pas une fois. Donc ça fait partie des critères que ce client nous impose. Donc il faut les respecter. Sinon, en termes de nombre, le cheptel est là. Et l'autre critère qui est très important et très nécessaire, c'est qu'ils veulent des porcs qui pèsent minimum 100 kg. 100 kg? Oui. Chaque porc qu'ils prennent, il doit peser minimum 100 kg. Si vous vous présentez avec un porc qui pèse 99 kg, ils vont le refouler. Ils vont le refouler? Oui, ils vont le refouler. Donc ça, ce sont les critères que nous essayons un peu de continuer à travailler pour essayer vraiment de bien répondre selon la demande. Tous les clients ont les mêmes exigences? Non. Voilà pourquoi j'ai dit oui et non. Parce qu'en termes de nombre, oui, mais en termes d'exigence, c'est différent. Il y a d'autres clients, par exemple, les grands supermarchés de la place. Il y a aussi d'autres particuliers qui prennent quand même beaucoup, qui sont de la charcuterie. Et d'autres n'exigent pas ça. D'autres n'exigent pas ça parce que nous avons aussi des réformés. Les réformés, c'est quoi? C'est des porcs qui sont en fin de cycle. Ils ont fait la reproduction. Ils ont, par exemple, pour une femelle, c'est 6 mises bas. Après 6 mises bas, nous les cartons. Mais parce qu'elle ne peut plus produire autant. Non, parce que c'est dangereux de continuer à la faire, de continuer à la reproduction, disons. Parce qu'elle peut mourir au cours d'une mise bas, elle peut arriver à un niveau où, au lieu de 10, elle commence à vous donner un nombre inférieur, par exemple 4 porcelets, c'est pas intéressant. Donc en ce moment, il vaut mieux l'écarter, remplacer par une génisse. C'est ça. Voilà. Donc d'autres clients n'exigent pas ces critères-là. Mais les plus gros, sinon les plus grands clients, ils exigent ces critères. Est-ce que vous savez ce qu'ils en font, vos clients, quand ils achètent des porcs? C'est pour l'élevage aussi ou c'est pour manger? Nous avons quelques cas des clients qui viennent pour l'élevage. Quelques cas. Nous avons des commandes telles que là, nous avons une commande de 15 femelles. 15 femelles. Oui, actuellement. Mais le même client était là il y a 2 semaines. Il a eu à prendre 8 porcs chez nous. Il y a 2 semaines. 2 semaines après lui. Mais le même client veut revenir pour renforcer son cheptel. Il veut prendre 15. Et avant lui, il y en a eu d'autres qui sont passés. Nous avons eu des commandes de 18 porcs, 20 porcs, 14 porcs. Et tous, ils ont été livrés. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez à une, je ne vais pas dire à dépasser la limite, mais vous arrivez à un niveau où vous sentez que vous êtes, j'ai envie de dire, asphyxié dans le sens où vous ne pouvez plus livrer autant. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Bon, pour notre cas, nous ne faisons pas comme les autres. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font recours aux autres porchers. Ah, ils font recours? Oui, mais nous ne le faisons pas. Si nous ne sommes pas à la mesure, par exemple pour le client chinois, il est arrivé 1 ou 2 fois où il nous appelait au moment où nous n'étions pas prêts. Et nous l'appelons, nous lui disons, cher monsieur, nous ne sommes pas encore prêts, accordez-nous 4-5 jours, nous allons rattraper les poids qu'il faut et puis après on le livre. Voilà. Parce que en un jour, il disait on atteint au moins 7 kilos.
1 kilo par jour. 1 kilo par jour. Ça veut dire qu'en quelques jours, il peut atteindre autant. Oui, généralement, quand c'est le cas, c'est que nous avons des porcs de 95 kg, 97 kg, que nous ne pouvons pas livrer parce que l'exigence là-bas, c'est 100 kg. C'est 100 kg. Alors, donc, nous demandons 4-5 jours, juste le temps de rattraper ça et puis on le livre. Et que vous pouvez livrer. Oui. Super. Le superviseur de Scopes Orvers. Donc ici nous sommes au site Ngoyo 1. Nous allons visiter en Vassaoui. Nous allons visiter les box. Question de différencier les races dont que nous avons parlé. Bon. Ici c'est un box où nous avons mis 14 larges watts qui sont en engraissement. Donc actuellement, je peux vous montrer la bête qui pèse 100 kg. Donc là, il y a des bêtes de 100 kg telles que celle que je vous montre là. 100 kg. 100 kg carrément. 100 kg carrément, oui. C'est un mâle castré, vous voyez. Ah, il est castré. Il n'a pas de testicules. Non, non, il n'a pas de testicules. Tous sont castrés, non? Tous sont castrés. Ici. Oui. Donc c'est pourquoi on les mélange mâle et femelle parce qu'il ne peut pas y avoir ça. Il ne peut pas y avoir. Et ici alors? Ici là nous avons 2 races. Il y a les larges. Non, nous avons 3 races ici. Ça c'est le Duroc. Ça c'est le large white. Ça c'est un mélange. C'est un mélange large white et Duroc. Ici c'est notre nouvel arrivage où nous avons des pétrins. Oui, nouvel arrivage. Donc nous avons des pétrins, nous avons des Valence, nous avons des Duroc, nous avons des large white et ça on appelle ça les trémies. C'est là où nous mettons l'aliment et les bêtes mangent à volonté. Ça leur permet de croître aussi vite. Malgré l'aliment et à la volonté, mais il n'y a pas perte parce que puisqu'ils consomment l'aliment, plus qu'ils prennent du poids. Et ces bêtes-là ont quel âge? Ils sont à 2 mois. 2 mois seulement? Oui, 2 mois. Donc 2 mois et 2 semaines. Parce qu'ils ont été sevrés à 45 jours. Et combien de kilos? Combien de kilos? Le sevrage s'est fait à 10 kilos. Et actuellement, le plus robuste est à 26 kilos. 26 kilos, oui. Ici, c'est un box où on a mis aussi 3 races. On a 3 races ici. Donc, tel que vous les voyez comme ça, là, c'est du Valence. Du Valence. Duroc. Un large white. Les Londras, oui, à cause de leurs oreilles qui ressemblent aux Londras. C'est un trémie qui peut nourrir 10 porcs au même moment, mais comme l'aliment est à volonté, donc dès que les 10 porcs là sont rassasiés, le temps qu'ils se reposent, les autres se remplacent pour manger. Actuellement, ce qui nous coûte un peu cher ici, c'est-à-dire ce que nous trouvons un peu difficile ici, c'est de l'eau. Mais comme dans le quartier, il y a un parent qui a un forage là-bas, donc nous louons de l'eau là-bas et c'est ça qui nous permet de nettoyer le porc le matin et le soir. Mais en dehors de ça, on a prévu aussi notre puits que nous allons lancer d'ici peu avec une pompe émergente. Cela va nous faciliter le travail. Nous avons des éléments qui travaillent ici pour le nettoyage. Et ces 2 éléments-là, ils sont payés chaque fin du mois. Ils nettoient le matin et c'est les mêmes éléments aussi qui servent à manger au porc. Et le matin, il fait le nettoyage, le soir aussi il fait le nettoyage. Nous avons aussi un technicien qui s'en occupe en cas de la bête n'est pas en forme. Le technicien est là pour faire le traitement, c'est-à-dire un technicien vétérinaire. Un vétérinaire. Un vétérinaire, oui. Parce que c'est la question que j'allais poser. J'allais dire, mais comment vous faites pour prendre, j'ai envie de dire, médicalement soin de ces bêtes? Vous avez anticipé. Oui, oui, comme je l'ai dit, tel que là ils sont en forme.
Donc chaque matin, chaque soir, nous les observons. Dès que vous voyez un porcelet qui n'est pas en forme, vous le saurez parce que généralement, il reste triste et il ne mange pas souvent. Donc, du coup, on le prend, on le met en quarantaine. Et le technicien, lui-même, il saura par rapport à l'état, il saura quel traitement il faut administrer. Donc pour l'élevage, nous vendons des bêtes à partir de 50 kg. S'il y a un éleveur qui arrive, qui s'intéresse, le poids vif, c'est 50 kg. Donc ça ne dépend pas de l'âge. Non, ça dépend du kilo. Ça dépend du kilo, oui. Parce que à la reproduction, souvent on exige, il faut, pour commencer à croiser les bêtes, il faut qu'ils aient au moins 80 kg. 80 kg pour les femelles. Les mâles, c'est 100 kg avant de commencer d'utiliser un mâle. Mais nous, pour la vente, à partir de 50 kg, on commence déjà la vente pour les éleveurs. Maintenant, pour le boucher, c'est 100 kg. 100 kg poids vif. Je voudrais d'abord préciser là que les porcs de 50 kg, c'est pour la reproduction. Ouais. Les porcs qu'ils achètent au poids vif. Ah, c'est pour la reproduction. La reproduction, oui, c'est à partir de 50 kg. Nous ne vendons pas les porcs de moins de 50 kg. Et en ce qui concerne la boucherie ou la charcuterie, nous ne vendons pas les porcs de moins de 100 kg. Pourquoi? Parce que dans l'élevage porcin, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Il y a des naisseurs. Donc un éleveur qui ne fait que la reproduction et il vend ses porcelets. Il ne fait pas de l'engraissement. Et il y a des engraisseurs. Les engraisseurs, ce sont des porchers qui, je ne sais même pas s'il faut les appeler les porchers, oui, mais parce qu'ils entretiennent les porcs et tout, ils revendent les porcs. Ils viennent acheter ou ils vont acheter les porcelets auprès des naisseurs, ils les emmènent chez eux, ils les engraissent et après ils les revendent. Ce sont des engraisseurs. Et enfin, il y a le groupe que nous avons choisi, c'est celui des naisseurs engraisseurs. Donc nous faisons à la fois les mises bas, donc les saillies, les mises bas, les inséminations, tout ce que nous faisons. Nous, après les mises bas, nous engraissons nos porcelets pour les revendre. Donc nous qui avons choisi l'engraissement, nous ne pouvons pas vendre les bêtes de moins de 50 kg. Parce que si nous vendons les bêtes de moins de 50 kg, du coup, on se constitue du côté des naisseurs tout simplement. Voilà, c'est ça la raison. Il faut rappeler que, comme vous dites, engraisseur, c'est la prise de poids, beaucoup de graisse qui fait grossir justement. Oui, en fait, quand on parle de l'engraissement, les gens pensent que tout de suite c'est bourré de la graisse dans la bête et tout. Non, c'est une appellation, tout simplement. On peut dire croissance. Croissance, voilà. Exactement, on peut remplacer le mot engraissement par croissance. Parce qu'il ne s'agit pas de bourrer de la graisse pour... Déjà dans le choix de charcutiers, des bouchers, nous avons, comme nous l'avons dit, nous avons plusieurs types de clients. Il y a des clients qui ne voudront pas avoir la viande plutôt avec beaucoup de graisse. Et là aussi, ça intervient au niveau des races. Quand vous avez besoin de la chair qui a moins de graisse, il faut faire le choix des Duroc, des Pietrains et les Valences. Alors que les large white et les Landras, ils ont beaucoup plus de... Voilà, c'est ça. Merci de nous avoir visités pour la deuxième fois à la porcherie Scops Orvers. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Je me présente en tant que technicien de la ferme, aussi Moutila Bob Goldrich. Venez, je vais vous faire visiter la porcherie Orvers.
Nous sommes dans les box, plutôt dans les bâtiments de la maternité. À la porcherie Scope Sport Vert, nous avons 6 variétés. Nous avons la race Landras, la race Sport, la race Large White, la race Valence. Il y a aussi la race Pétrin. Et nous avons encore une autre race qui vient à peine d'arriver en provenance de Pointe-Noire, c'est la race Thor. Là, nous avons une femelle. On attend la confirmation de la gestion. Elle a été inséminée. Et de l'autre côté, nous avons une génération de IA qui sont nés les 9, 6e mois 2025. Ici, nous avons la 156. Elle est allaitante. Elle avait mis bas le 25 et 8e mois avec 12 porcelets. Là également, nous avons la girofle et les gestantes. On attend la confirmation, elle a été inséminée. Qui a été inséminée, on attend toujours la confirmation de sa gestante. Et ici également, celle-là, elle a été inséminée. C'est une race Valence. On attend également la confirmation de sa gestation. Et ici, nous avons la race Thor qui vient nouvellement arriver. Il revient de la ferme Hors-Vert de Pointe-Noire à Moulou. Une race dont on attendait impatiemment à la ferme Hors-Vert pour la production. Le mâle pétrin, il s'appelle Antonio, l'un des chouchous de la ferme. C'est lui qui a remplacé le mâle Atora que nous avons envoyé à Pointe-Noire. Que nous avons envoyé à Pointe-Noire. Donc là, nous avons déjà 2 mâles de production dans les bâtiments de la ferme. Ici, nous avons porcelet. Ça, c'est une femelle qu'on avait achetée à Kinkala. Elle a été croisée avec un mâle girofle que nous avons envoyé à Pointe-Noire. Bonjour Monsieur Rod. Bonjour Monsieur Moudjila. Donc voici mon adjoint, il s'appelle Monsieur Mbungu Rod. Au départ, lorsque vous étiez venu pour la première fois, il était chef responsable de nettoyage. Pour la deuxième fois, vous êtes surpris de le voir, il est derrière moi étant que technicien chef fermier. Il a suivi pas mal de formations après le départ de M. Milango. Quand je suis arrivé, il a encore suivi une formation. Et voilà comment il a appris à injecter, à surveiller les mises bas. Et aujourd'hui, il travaille avec nous. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui assure et qui est l'intérêt. Au départ, j'étais chef de nettoyage et après le chef de nettoyage, j'avais suivi une formation technique de l'élevage et c'est pour cela maintenant je suis l'adjoint du responsable technique. Ok, ça marche. On peut s'approcher. Vous voyez ce joli porcelet?
Joli porcelain mais cannibale. Cannibale. Ouais. En fait, il bouffe les queues des autres. Donc il a été mis en isolement, justement parce que lorsqu'on le mélange avec les autres, ben, tout ce qu'il sait faire, c'est bouffer les queues des autres. Voilà. C'est pour ça qu'il a une... Il y a même des landras. Ouais, landras et il y a des large white aussi que je vois là. C'est mélangé. Ici, c'est pareil. Nous avons les piétrins, nous avons les valences, nous avons les large white. Voilà, il y a 3 races ici. C'est un mâle piétrin. Mais c'est un mâle non castré, monsieur Gilbert. Non castré. Là, ce sont les Duroc et les large white. Il y a aussi de Landras, je vois, celui qui est là. Ouais, nous allons y arriver. Voilà. Là aussi, c'est pareil. Nous voulons à l'occasion expliquer une chose. Chez nous, en dehors des inséminations, nous avons aussi des saillies que nous faisons. Et ces saillies, nous les faisons uniquement avec les bêtes issues de l'insémination artificielle. Donc nous avons sélectionné des mâles issus de l'insémination qui sont de la génération F2 et là nous tournons vers F3. Donc il y a un mâle F2 qu'on saillit plutôt, disons une femelle F2 qui est saillie par un mâle F2 et ça donne ça, ce que vous voyez là. Donc les porcs qui ne sont pas issus de l'insémination artificielle sont presque pareils avec les autres. Voilà. Là. Ah d'accord. Ici c'est déjà une commande. Le client dont je vous ai parlé qui a réservé 15 truies, 15 cochettes plutôt. Et ça fait partie déjà de sa commande. Donc demain ou après-demain, il passera pour retirer ces bêtes. Ça c'est déjà une commande. C'est déjà une commande, oui. Ouais. Donc il y a une partie ici et une autre partie au site 2. Ici, voilà. Et quand on arrive ici, wow! En tout cas ici, j'ai l'habitude de dire que j'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que voir ces porcs aller à l'abattoir, ça me fait très mal. Ça, ce sont des très bons mâles de la génération F2. Ah là c'est F2. Oui. Ok. Ici, il n'y a pas d'hybride. Il n'y a que les inséminés. Des bêtes issues de l'insémination. Si on peut essayer de les mettre debout, vous verrez, il y a des Duroc, des piétrins. Wow. Ouais. Vous voyez ces jolis mâles. On le croise F2 et nous avons Voilà, c'est ce genre de croisement. Voilà. On prend du F2, on prend aussi du F2 femelle. On le croise que nous avons toute cette descendance là. Voilà. Comme ça, tout est Tu peux d'abord celui qui est là-bas. Voilà, c'est un mâle Valence. Voilà. C'est pas lui qui était de l'autre côté. Ou ça d'autre. Non, je crois que l'autre est là-bas. Donc ça, nous invitons nos amis éleveurs qui sont en manque de bonne génétique dans leur ferme, de venir acheter ces mâles-là. Nous les invitons à acheter, en fait c'est même un conseil, qu'ils achètent ce genre de mâles pour faire évoluer leur génétique. Parce qu'avec ça, franchement, je ne dis pas qu'il faut prendre des mauvaises femelles, mais même si la femelle n'est pas trop bonne, avec son sang, ça va faire changer les choses. Voilà. Sa mère est à dominance Duroc, mais la sémence c'est les piétrins. Celle qui est là aussi c'est une piétrin. Là c'est du large white, piétrin. Voilà. De F2, hein. De F2, d'environ 4 mois. Et ici aussi nous avons les mâles, c'est la même génération que ceux que nous avons vus là-bas. Valence, Duroc et piétrin. Voilà. Ils ont quel âge déjà? Ceux-là, je crois qu'ils doivent aller autour de 7 mois. 7 à 8 mois. 7 à 8 Ils sont mois. de F2 aussi? Les F2, oui. Oui. Là, ils sont déjà capables de saillir, de tout faire. Donc, ça fait partie de la génération des porcs que j'invite nos amis éleveurs à venir acheter, avant que ça n'aille à l'abattoir. Ah ben oui.
Justement, dans la discussion avec M. Boris, on a compris que c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, qui sait vraiment ce qu'il fait. La preuve, vous avez vu dans les images, le résultat, sinon le fruit de son travail. C'est pour ça que j'aimerais profiter pour dire à ceux qui viennent de se lancer dans l'élevage du porc que justement ils peuvent se rapprocher de M. Boris pour avoir plus d'expérience, pour savoir comment il fait. Peut-être qu'ils auront beaucoup plus de conseils à son égard. Il y a aussi ceux qui ne se sont pas encore lancés mais qui veulent se lancer. C'est peut-être aussi l'occasion de vous dire que vous pouvez vous rapprocher de lui pour acheter des porcs, parce on a vu qu'il n'y a pas que des hybrides, il y a des inséminés déjà, donc vous avez l'avantage d'avoir des bêtes déjà inséminées. Besoin de conseils, besoin d'expérience, de savoir comment ça fonctionne, comment ça fonctionne cette activité-là. Il faut se rapprocher de ceux qui ont l'expérience, de ceux qui savent faire. C'est pour ça que j'aimerais me tourner vers M. Boris pour dire, mais pour ceux qui veulent vous rencontrer, c'est quoi la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je reste très ouvert et surtout auprès des amis éleveurs et même pour ceux qui veulent se lancer. Je reste ouvert. À l'occasion, peut-être qu'on pourra laisser un numéro de téléphone, là où ils pourront contacter pour le besoin. Ceux qui veulent se lancer dans l'élevage porcin, ceux qui veulent renforcer qui sont déjà des éleveurs, mais qui veulent renforcer soit les capacités, soit renforcer leur génétique. En tout cas, nous, on reste très ouverts à accompagner. Nous le faisons déjà. Nous avons même eu des cas où 2 personnes déjà, une grande dame qui nous avait contacté, me disant je voudrais me lancer dans l'élevage porcin, mais je ne m'y connais pas. Alors tout de suite, je ne sais pas si ça serait une dernière question, mais tout de suite j'ai commencé par le dire, madame, vous devez commencer par avoir un bâtiment qui répond aux normes. C'est la première des choses. Oui, je n'ai pas parlé des porcs. J'ai dit d'abord votre bâtiment qui doit répondre aux normes. Ensuite, vous ne pouvez pas avoir des animaux sans enclos. Ben oui, du coup, ce n'est plus un élevage. Ouais. Parce que j'entends parler des gens qui se passent pour des porchers, alors que leurs porcs sont des coureurs qui sont dans la rue. En ce moment, vous n'êtes pas un porcher. Non, c'est pas possible. Un porcher, c'est celui qui entretient ses porcs dans un enclos, dans une porcherie. Donc, auprès de la dame, je lui ai dit, commencez par avoir un bâtiment qui répond aux normes. Vous avez constaté qu'en faisant la ronde, il y a quelques manquements chez nous. Et peut-être qu'à l'OTT c'est encore un peu mieux, mais nous n'avons pas encore fini, parce qu'il manque même les pipettes. Il manque encore beaucoup de choses. Nous sommes en train d'avancer petit à petit, mais j'exige et je demande toujours à ceux qui veulent se lancer, de commencer par un bâtiment qui réponde aux normes. Deuxième point, je dirais que c'est le technicien. Le technicien. Jusque-là, je ne parle pas encore de porc. Je parle du technicien. Vous devez avoir un technicien qui s'y connaît et qui a de la volonté. En parlant de technicien, vous parlez d'un vétérinaire? Pas forcément un vétérinaire, parce qu'il y a une différence entre parce que vous pouvez avoir un technicien en production et santé animale, et un vétérinaire. C'est presque un peu différent, parce que le vétérinaire, vous le trouverez quelque part où il a un cabinet, où il va dans plusieurs porcheries. Mais vous devez avoir votre propre technicien dans la ferme, et qui doit avoir vraiment de l'amour des bêtes, et qui doit avoir de la volonté. Voilà. Vous pouvez avoir un cheptel de 100 porcs. Je vois les gens qui s'inventent, qui disent écoutez, moi j'ai 80 porcs, j'ai 20 femelles. C'est bien beau. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Quand nous avons commencé, nous avions des porcs de la mauvaise génétique. Et nous avons subi. Parce que quand on se rapproche des supermarchés avec nos produits, ils disent, permettez que je le dise, j'ai contacté un monsieur, c'est dans l'un des supermarchés, qui appelait nos porcs par des chèvres. Vous voyez, ça fait mal. Vous venez avec un produit ou alors vous présentez un produit, on vous dit, écoutez, moi je veux acheter des porcs, pas des chèvres. Pas des chèvres, ouais. Je dis, mais ce sont les porcs. Le monsieur dit, mais non, je ne vois que des chèvres. C'est par rapport au gabarit? Non, oui, le poids, ça ne répondait pas aux normes. Ça ne répondait pas aux critères exigés. Pour avoir tout ça, j'ai parlé du bâtiment, j'ai parlé du technicien, et ensuite je parle de la génétique. Voilà. Donc vous devez avoir une très bonne génétique.
Et l'avantage d'avoir une très bonne génétique dans la porcherie, c'est que vous gagnez énormément. Parce que les bêtes, ils croissent vite, alors qu'ils mangent moins. Que vous avez le bénéfice de la croissance rapide et de la consommation économique. Et ça, c'est bien parce que votre produit sera accepté partout, que ce soit dans les supermarchés qui exigent de la graisse. Vous n'allez pas vendre des chèvres non plus. Ouais. Vous n'aurez plus affaire aux clients qui vont en quelque sorte même vous dénigrer, parce que lorsqu'on appelle votre porc par une chèvre, c'est une façon de vous dénigrer. Donc, vous allez résoudre en quelque sorte tout ce problème-là. Donc une bonne génétique est très importante parce que le porc, lorsque vous le gardez longtemps chez vous, vous dites que je vais économiser et tout. Non, vous perdez lorsque vous gardez le porc. Et tout de suite, je voudrais passer au quatrième point. C'est la qualité de l'aliment. La qualité et la quantité. Nous, les porchers, nous avons l'habitude de vouloir économiser. Et bon, je donne seulement ce que je peux donner. Permettez que je prenne cet exemple. J'ai un parent de la famille qui me disait, écoute, je vais acheter un mâle chez toi, je vais croiser avec mes porcs et après, de toutes les façons, je fais la boisson locale, donc les résidus là, je vais nourrir mes porcs avec. Je lui ai dit, tu seras surpris de constater que les mêmes porcs que tu laisseras chez moi, de la même génération, vont croître très vite et chez toi, il y aura carence de croissance. Tu vas peut-être même commencer à sorcier. Tu vas te dire, mais pourquoi chez mon frère ça marche et que chez moi ça ne marche pas? Alors c'est quoi? C'est la qualité de l'aliment. Tu peux avoir un beau bâtiment, tu peux avoir un grand technicien, tu peux avoir de la génétique qu'il faut. Mais si la qualité de l'aliment ne répond pas, vous faites fausse route. Vous faites fausse route. La qualité compte beaucoup. Oui, ça compte énormément. Et chez nous ici, nous avons notre ferme, notre formule maison, c'est vrai. Mais en attendant, nous avons aussi fait confiance à la société SGMP. Parce que c'est rapide, ça vient, c'est déjà prêt et tout. On n'a pas à perdre encore du temps et tout. Et nous avons quand même expérimenté, nous avons vu qu'il y a de bons résultats aussi. Et donc, ça compte énormément. Il était censé manger 2 kilos, vous lui donnez 1 kilo, il ne pourra pas vous donner ce que vous attendez. Le résultat ne sera pas le même. Donc la quantité aussi, ça compte. Et donc, tout de suite, je dis qu'il faudra aussi quand même préparer quelques moyens. Et j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui s'approchent de moi que la porcherie est une activité que tout le monde peut faire. Si vous avez beaucoup de moyens, pourquoi se lancer avec 2-3 femelles? Pourquoi? Sachant que vous avez la possibilité d'en avoir 20. Lancez-vous une bonne fois. Parce que quand vous lancez une porcherie avec 2-3 femelles, vous avez par exemple 2 techniciens ou peut-être même un technicien. Vous n'allez pas lui dire que, bon, parce que je n'ai que 3 femelles, bon écoutez, vous serez payé à un salaire moins. Non, il aura le salaire qu'il faut pour un technicien. Que vous ayez 3 femelles ou que vous en ayez 20, le salaire du technicien restera le même. Donc il est préférable d'avoir un cheptel important pour maximiser le profit. Et aussi, si vous avez les moyens limités qui ne vous permettent pas d'avoir par exemple un cheptel, de commencer avec un cheptel très important, commencez avec une femelle. Voilà. Commencez avec une femelle, mais prenez bien soin de cette femelle. Prenez bien soin. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé avec une femelle et qui se sont retrouvés avec des centaines de têtes. Donc il est important de savoir par où commencer par rapport à ses moyens. Et oui. Est-ce qu'on peut vivre de cette activité? Waouh! Je ne m'attendais pas à cette question, mais franchement, c'est une très très bonne question. Pourquoi cette question? Parce que il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont lancés dans l'activité et qui ont fini par abdiquer, sinon abandonner. Ils se disent, bon, c'est trop difficile et tout. Ils finissent par abandonner. Mais justement parce qu'ils ne bâtissent pas de stratégie. Pourquoi? Parce que les moyens ne répondent pas. Et pour répondre clairement à votre question, je dirais on peut bien vivre de cette activité, très bien vivre de cette activité. Seule condition, que vous soyez patient. Il faut vraiment de la patience. Il faut vraiment de la patience.
Et parmi les qualités que j'étais en train de citer, j'ai parlé du bâtiment qu'il faut, j'ai parlé de la qualité du technicien, j'ai parlé de la génétique, j'ai parlé de l'aliment. Et là, je voudrais terminer par la patience. La patience. Quand vous vous lancez dans la porcherie, vous devrez être patient. Nous avons attendu 2 ans plutôt pour avoir le résultat que nous avons aujourd'hui. 2 ans. 2 ans. Donc vous devez être capable d'investir pendant minimum 24 mois pour avoir un bon résultat. Parce que vous allez acheter des cochettes, peut-être de 5-6 mois, voire 8 mois. Vous devrez attendre l'âge qu'il faut pour les saillir ou les inséminer. Et ensuite, vous devez attendre que ces porcelets puissent grandir. Donc toute cette période, tout ça, vous êtes là en train d'investir. Vous devrez continuer à payer le personnel, vous devez continuer à acheter l'aliment, vous devrez mettre les conditions qu'il faut, les traitements qu'il faut, afin que vous ayez un bon résultat à la fin. Donc la patience est très très importante et la détermination. Et j'ai l'habitude de dire que, d'ailleurs tout le monde le sait, on ne peut pas réussir dans une activité où il n'y a pas l'amour. Vous devrez aimer ce que vous faites, obligatoirement. Si vous n'aimez pas, vous allez abandonner. À la moindre petite difficulté, vous allez abandonner. Or, moi, pour la porcherie, j'ai des amis qui me disent, mais un jour, vous allez dormir avec un porc. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'empêche pas d'être propre. Oui, justement, en parlant de la propriété, on est ici dans une porcherie, mais vous êtes assez propre. D'abord, c'est une surprise que vous avez eu à faire. Normalement, je ne devais pas être comme ça. Il y a toujours une tenue appropriée à ça, mais ça ne m'empêche pas d'être propre, comme je l'ai dit. Ça ne m'empêche pas d'être propre. On aurait dit que vous étiez dans un bureau, au fond. Vous êtes dans une porcherie. Oui, c'est ça. Donc, quand on aime ce qu'on fait, on finit par surmonter les difficultés. Voilà. Il était pour nous question de voir s'il était possible de se lancer dans une activité au Congo et réussir. Et nous avons pris pour exemple une activité dans la porcherie. Nous sommes venus voir M. Boris Pika. Nous avons fait les différents porcheries et on a bien vu que il est bien possible de se lancer dans une activité, j'ai envie de dire, dans l'élevage du porc et réussir. Les différentes étapes, vous les avez vues. C'est maintenant à vous de vous faire votre propre opinion pour voir si vous aimez l'activité, c'est peut-être le moment de se lancer. Si vous vous êtes déjà lancé, que vous êtes bloqué quelque part, c'est aussi venu le moment de prendre contact avec M. Boris. Mais en ce qui nous concerne, qu'on a venu chercher l'objectif qu'il fallait qu'on atteigne, on l'a finalement atteint. Et donc, on va s'arrêter là et peut-être revenir pour un prochain numéro, pourquoi pas, avec M. Boris et puis voir peut-être d'autres aspects. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.